Quand on est en couple et qu'on fait constamment attention à ce qu'on dit, à ce qu'on ressent, au moment où on parle, il faut examiner un instant la relation. Un couple n'est pas censé être un espace de surveillance intérieure. À la base, une relation intime devrait être un lieu où l'on peut se détendre émotionnellement, où l'on n'a pas besoin de filtrer chaque mot, chaque émotion, chaque réaction. Quand ce n'est plus le cas, on est confronté à ce que l'on appelle la survie émotionnelle. Si cette idée te parle, c'est probablement parce qu'elle met enfin des mots sur quelque chose que tu ressens depuis longtemps. Peut-être que tu n'as jamais su comment l'expliquer. Peut-être que tu as simplement ressenti une fatigue, une lassitude, un malaise diffus. Beaucoup de personnes vivent cela sans jamais le nommer. Elles se disent que c'est normal, que tous les couples passent par là, qu'il faut faire des efforts. Pourtant, ce que tu ressens est réel. Sur cette chaîne, j'ai déjà abordé la question des enfants, de ce qu'ils ressentent quand le couple va mal. Mais aujourd'hui, je veux vraiment me centrer sur l'adulte, sur toi, sur ce que tu vis intérieurement quand personne ne regarde, quand tu continues à fonctionner, à assumer, à tenir. Cette souffrance-là est souvent silencieuse. On n'en parle pas parce qu'on est perdu, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, ou parce qu'on a appris à faire avec. Avant d'aller plus loin, il est important de dire clairement comment on va avancer. Pas pour faire un cours, mais pour poser un cadre. D'abord, on va comprendre ce qu'est réellement la survie émotionnelle dans le couple, avec des exemples concrets. Ensuite, on verra comment on y entre progressivement, sans s'en rendre compte. Puis, on prendra le temps d'explorer ce que ça produit à l'intérieur, sur la fatigue, sur le doute, sur l'estime de soi. Enfin, on parlera de la sortie possible, non pas comme une injonction, mais comme un chemin. La survie émotionnelle commence quand la relation cesse d'être un espace de sécurité émotionnelle. La sécurité émotionnelle, ce n'est pas l'absence de conflit. Aucun couple vivant n'est sans désaccord. La sécurité émotionnelle, c'est le sentiment profond que l'on peut être soi sans risquer de perdre le lien. C'est pouvoir dire « je ne vais pas bien, je suis en colère, je ne suis pas d'accord », sans craindre une réaction excessive, un rejet, un mépris, ou un silence qui punit. Quand cette sécurité commence à disparaître, la relation change lentement de forme. Et c'est là que beaucoup se trompent, parce qu'il n'y a pas forcément de cris, pas forcément de violence visible, pas forcément de manipulation évidente. Parfois, tout semble normal. Le couple fonctionne, le quotidien est organisé, les responsabilités sont assumées. Mais intérieurement, quelque chose se ferme. On commence à ne plus dire spontanément ce qu'on ressent. On réfléchit avant de parler. On choisit ses mots. On attend le bon moment, qui souvent n'arrive jamais. Petit à petit, la question intérieure change. On ne se demande plus « qu'est-ce que je ressens ?» mais « est-ce que je peux me permettre de le dire ?» À ce moment-là, on n'est plus vraiment en train de vivre la relation. On est en train de la gérer. Ce mode de fonctionnement ne s'installe jamais d'un coup. Il se construit par une succession de petits ajustements. Au début, on évite un sujet sensible, puis un autre. On se tait pour préserver la paix. On minimise une émotion pour ne pas créer de tension. Chaque fois, la décision paraît logique, raisonnable, presque mature. Mais à force, le corps et l'esprit apprennent quelque chose. Exprimer est risqué, se taire est plus sûr. Avec le temps, cette adaptation devient automatique. On ne réfléchit même plus. On ajuste sans s'en rendre compte. Et vivre comme ça demande énormément d'énergie. On est toujours un peu en alerte. On fait attention au silence, aux changements de ton, aux réactions implicites. Cette vigilance permanente empêche le repos émotionnel. Même dans les moments calmes, on n'est jamais complètement détendu. À long terme, cet état de vigilance fatigue profondément. Il peut provoquer une lassitude, une irritabilité, parfois une anxiété diffuse. Et surtout, il finit par attaquer quelque chose de fondamental, la confiance en ses propres ressentis. On commence à douter. On se demande si on exagère, si on est trop sensible, si on demande trop. Ce doute n'est pas un défaut de caractère, c'est le résultat d'un effacement progressif. Beaucoup de personnes sentent que quelque chose ne va pas, mais préfèrent ne pas regarder de trop près. Parce que regarder oblige à se poser des questions difficiles. Sur la relation,
sur ce qu'on accepte, sur ce qu'on a toléré pendant des années. Alors on minimise, on se compare à pire, on se dit que ce n'est pas si grave. Mais ce qu'on évite ne disparaît pas. Ça continue d'agir, en silence. Commencer à sortir de la survie émotionnelle ne signifie pas tout remettre en question du jour au lendemain. Ce n'est pas une question de partir ou de rester, c'est d'abord une question de conscience. Reconnaître que ce que l'on ressent a du sens. Accepter que tenir n'est pas toujours aimer. Comprendre que rester calme ne veut pas toujours dire aller bien. À partir de cette prise de conscience, on peut commencer à regarder la relation avec plus de lucidité. Pas avec l'espoir que l'autre change miraculeusement, mais en observant les faits. La manière dont les discussions se passent, la place réelle que l'on a, la capacité ou non à évoluer ensemble. Parfois, le couple peut se transformer. Parfois, il reste figé. Dans les deux cas, l'enjeu est le même. Ne plus se perdre soi-même pour que la relation tienne. Si ce que tu entends te parle, tu peux t'abonner. Cette chaîne est un espace où l'on essaie de comprendre les relations sans juger, sans simplifier à l'extrême. Et si tu en as envie, tu peux aussi laisser un commentaire. Mettre des mots sur ce que l'on vit ou lire ceux des autres aide souvent plus qu'on ne l'imagine. La survie émotionnelle n'est pas un échec de couple. C'est souvent la seule façon qu'on a trouvée pour tenir quand on ne savait pas comment faire autrement. Mais la comprendre, profondément, c'est déjà commencer à reprendre un peu de place pour soi. Après avoir compris ce qu'est la survie émotionnelle et comment elle s'installe dans un couple, une question revient presque toujours. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est une question légitime, mais souvent mal posée. Parce que sortir de la survie émotionnelle ne commence pas par une action spectaculaire, ni par une confrontation, ni par une décision radicale. Cela commence par un changement intérieur beaucoup plus discret, mais fondamental. La première étape consiste à arrêter de se convaincre que ce que l'on ressent n'est pas important. Tant que la personne continue à minimiser sa fatigue, son malaise ou son inconfort, elle reste enfermée dans le même fonctionnement. Se respecter commence par reconnaître que ce qui se passe à l'intérieur mérite d'être pris au sérieux, même si personne d'autre ne le valide encore. Vient ensuite un point essentiel que beaucoup évitent, la clarification de ses propres limites. Une limite n'est pas une menace. Ce n'est pas non plus une tentative de contrôle de l'autre. C'est une réponse à une réalité vécue. Poser une limite, c'est décider intérieurement de ce que l'on est prêt à continuer à accepter et de ce que l'on ne veut plus porter seul. Dans les relations marquées par la survie émotionnelle, les limites ont souvent été floues pendant longtemps. Non pas par faiblesse, mais par adaptation. On a appris à s'ajuster pour maintenir le lien. Revenir vers ces limites demande donc du temps. Il ne s'agit pas d'énoncer des règles du jour au lendemain, mais de réapprendre à s'écouter et à se positionner progressivement. Un élément clé dans ce processus est l'observation des réactions de l'autre. Quand une personne commence à se respecter davantage, le système relationnel est forcément perturbé. Certains partenaires peuvent accueillir ce changement, questionner leur propre comportement et chercher à rééquilibrer la relation. D'autres, au contraire, peuvent résister, minimiser ou tenter de rétablir l'ancien équilibre. Ce moment est souvent révélateur. Il permet de distinguer une relation qui peut évoluer d'une relation qui repose structurellement sur l'adaptation de l'un. Ce n'est pas ce que l'autre promet qui compte, mais ce qu'il fait dans la durée. Les paroles rassurent, mais seuls les comportements répétés indiquent un véritable changement. Il est aussi important de comprendre que poser des limites peut générer de la culpabilité. Beaucoup de personnes confondent encore respect de soi et égoïsme. Pourtant, une relation saine ne peut pas exister si l'un des deux se sacrifie en permanence. La culpabilité n'est pas un signe que la limite est injuste, mais souvent le signe qu'on sort d'un schéma ancien. Lorsque des enfants sont présents, cette étape est encore plus délicate. Beaucoup de parents ont peur de déséquilibrer la famille en affirmant leurs besoins. Pourtant, les enfants perçoivent très bien quand un parent s'efface ou s'épuise. Leur offrir un modèle de relation où chacun existe émotionnellement est souvent plus sécurisant qu'un climat apparemment stable, mais intérieurement tendu. À ce stade, deux trajectoires se dessinent plus clairement. Dans certaines relations, ce travail intérieur permet une transformation réelle. Le couple apprend à communiquer autrement,
à respecter les limites, à rétablir une forme de sécurité émotionnelle. Dans d'autres, malgré des efforts, la relation reste figée. Le déséquilibre persiste et la survie émotionnelle continue. Il est alors essentiel de comprendre que décider de se réorienter n'est pas un échec. Ce n'est pas renoncer trop tôt, ni abandonner. C'est reconnaître qu'une relation qui exige l'effacement de soi ne peut pas être un lieu de vie durable. Se respecter dans ce cas devient une nécessité psychique. Quelle que soit l'issue, le chemin reste le même. Sortir de la confusion, retrouver une position adulte et redevenir capable de choix conscients. Tant que l'on reste dans la survie, il n'y a pas de véritable choix, seulement une continuité subie. Retrouver la clarté permet de décider sans se renier. Cette suite ne propose pas de solution rapide, parce qu'il n'en existe pas. Elle propose un cadre pour avancer sans violence intérieure. Et parfois, c'est déjà immense. Si ce contenu te parle, tu peux t'abonner à la chaîne. Ici, on prend le temps de comprendre ce qui se joue dans les relations, sans juger, sans simplifier et sans pousser à des décisions hâtives. Tu peux aussi partager ton expérience en commentaire. Ce que tu vis peut aider quelqu'un d'autre à mettre des mots sur sa propre situation. La prochaine étape consistera à parler plus concrètement de la reconstruction. Comment retrouver confiance en soi après une longue période d'adaptation? Comment réapprendre à écouter ses émotions? Et comment bâtir une relation qui ne repose plus sur la survie, mais sur la sécurité? Quand on sort peu à peu d'un mode de survie émotionnelle, on s'imagine souvent que le plus dur est derrière nous. On se dit que comprendre ce qui se passait va suffire à aller mieux. En réalité, il y a une phase dont on parle très peu, et pourtant elle est essentielle, celle de la reconstruction intérieure. Parce que survivre émotionnellement pendant longtemps laisse des traces. Même quand la relation évolue, même quand on pose enfin des limites, même quand on se sent plus clair, quelque chose reste fragile à l'intérieur. Ce n'est pas une faiblesse, c'est normal. Quand on a passé des mois, parfois des années, à faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on ressent, à la manière dont on existe dans la relation, on a souvent perdu un réflexe fondamental, celui de s'écouter spontanément. On s'est habitué à se surveiller, et même quand le danger n'est plus là, le corps continue parfois à fonctionner comme s'il fallait rester prudent. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent « Je sais maintenant ce qui n'allait pas, mais je ne me sens pas encore vraiment libre ». Ce décalage peut être déroutant. On comprend avec la tête, mais le corps et les émotions ont besoin de temps pour rattraper. La première étape de la reconstruction, c'est justement d'accepter ce temps, de ne pas se juger parce qu'on n'est pas encore totalement apaisé, de comprendre que l'on ne passe pas de la survie à la sécurité en un claquement de doigts. Le système nerveux, lui aussi, a besoin de réapprendre qu'il peut se détendre. Dans cette phase, beaucoup de personnes oscillent entre deux extrêmes. Soit elles continuent à se méfier de tout, de peur de replonger. Soit elles se forcent à être fortes, à tourner la page trop vite. Dans les deux cas, on ne se respecte pas vraiment. Se reconstruire, ce n'est ni se refermer, ni se brusquer. Un point clé de cette reconstruction est le rapport aux émotions. Quand on a longtemps minimisé ce qu'on ressentait, on peut avoir du mal à savoir ce qui est juste. On doute encore. On se demande si une émotion est légitime ou excessive. Là encore, il faut du temps. Réapprendre à s'écouter, c'est accepter de ressentir sans immédiatement analyser ou corriger. Il est aussi fréquent de ressentir une forme de colère tardive, une colère qui n'avait pas eu la place d'exister avant. Elle peut être dirigée vers l'autre, mais aussi vers soi-même, pour le temps perdu, pour ce qu'on a accepté. Cette colère n'est pas mauvaise, elle fait partie du processus. L'important est de ne pas la retourner contre soi. Se reconstruire, c'est aussi revoir son rapport aux relations. Après une survie émotionnelle, on peut avoir peur de revivre la même chose. On peut devenir très vigilant, parfois trop. Là encore, il ne s'agit pas de faire confiance aveuglément, mais d'apprendre à observer, à ressentir, à ajuster sans s'effacer. Que l'on soit encore en couple ou non, cette phase demande souvent de redéfinir ce qu'on attend vraiment d'une relation. Pas en termes idéalisés, mais en termes très concrets. Est-ce que je peux être moi-même? Est-ce que je peux dire non? Est-ce que je peux être fragile sans me sentir en danger? Ce sont ces questions-là qui deviennent les vrais repères.
Il est important de dire aussi que la reconstruction ne se fait pas toujours seule. Parfois, être accompagné, parler à quelqu'un de neutre, permet de remettre de l'ordre là où tout a été confus pendant longtemps. Demander de l'aide n'est pas un aveu d'échec, c'est souvent un signe de maturité. Petit à petit, quelque chose change. On se sent un peu plus ancré, un peu plus présent à soi. Les émotions deviennent plus claires, les limites plus naturelles. On ne force plus autant. Et surtout, on commence à sentir la différence entre une relation qui apaise et une relation qui épuise. La reconstruction n'est pas spectaculaire, elle est discrète. Elle se voit dans de petits détails, dans le fait de dire ce qu'on pense sans trembler, dans le fait de ressentir sans se juger, dans le fait de ne plus confondre amour et sacrifice. Si tu traverses cette phase, sois patient avec toi-même. Tu n'as pas à devenir plus dur pour te protéger. Tu n'as pas à t'endurcir pour ne plus souffrir. Tu as juste à redevenir fidèle à ce que tu ressens. Si ce contenu te parle, tu peux t'abonner. La suite de cette série abordera comment construire ou reconstruire une relation réellement sécurisante et comment reconnaître plus tôt les signes qui montrent qu'on commence à s'oublier. Et si tu le souhaites, tu peux partager ton expérience en commentaire. Mettre des mots sur ce chemin aide souvent plus qu'on ne l'imagine. À la semaine prochaine pour la suite de la vidéo, active la cloche pour ne pas en rater sa diffusion.